Lao Tzu et le monde. Redécouvrir le Tao Te Ching avec Tu Qinggang. 道可道，非常道；名可名，非常名。故名天地之始，道可道，非常道；名可名，非常名。天地之始，天地之始，万物之母。 Épisode 1, Lao Tzu et sa traduction en France. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Il n'y a point de chemin vers le bonheur est le chemin. Je m'arrête là pour ne pas continuer pendant des heures. Vous auriez déjà entendu ces belles citations qui sont issues du fameux Tao Te Ching, ouvrage attribué à Lao Tzu, le grand philosophe qui aurait vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais vous ne le saviez peut-être pas, Tao Te Ching serait, après la Bible, le livre qui a été traduit dans plus de langues. Et c'est un livre infini, malgré son volume très limité, avec seulement 5000 caractères et quelques. Si bien que dans notre 21e siècle, le livre a encore plein de choses à nous apprendre sur nous-mêmes. Bamboo Studio a le grand plaisir d'accueillir le professeur Du Qinggang qui va nous guider dans cette série de 5 épisodes à redécouvrir Lao Tzu et ses enseignements. Le professeur Du va aussi partager avec nous ses connaissances et réflexions sur la diffusion de la pensée du philosophe chinois dans le monde. Bonjour Du Qinggang. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française à l'université de Wuhan. Vous enseignez le français depuis 36 ans. Vous avez signé plusieurs romans et ouvrages de critique littéraire, dont, entre autres, Le diseur de mots, Entre Occident et Orient, Michaud et le vide. Donc, vous avez commencé à lire le Tao Te Ching depuis votre jeunesse. J'ai grandi dans une période où on avait peu de choses à lire. J'ai abordé le Tao Te Ching pour la première fois à l'âge de 18 ans. Après, ce livre ne me quitte plus. Mon mémoire de 2A, michaudéiste, ma thèse soutenue à l'Université de Paris 8 s'intitule Entre Occident et Orient, Michaud et le vide. Mes 2 travaux académiques me demandent de bien connaître Lao Tzu et son Tao Te Ching. Par la suite, ce canon de 5000 caractères devient mon livre de chevet. En chinois, j'ai lu une dizaine de versions, 6 à 7 en français. Ce livre me guide dans la vie, m'offre une nouvelle vision sur la littérature française. En un mot, c'est ma Bible. Concernant la rédaction du livre, nous avons en Chine une légende. Je vous invite à présent à écouter le récit écrit par le professeur Du Qinggang. Monté sur le buffle, un vieillard à la barbe et aux cheveux blancs se dirige vers l'ouest. Il s'approche de la passe Hangu sur laquelle se tient un homme de grande taille nommé Inxi, gardien officier. L'air sérieux, celui-ci regarde des 2 côtés. Et dans la foule qui va sortir, il distingue un vieillard monté sur un buffle, imposant et oisif. Il descend vite de la tour, se porte à sa rencontre et dit respectueusement « Vénérable maître, je vous attends depuis 3 jours. » Le vieillard s'étonne et le gardien d'expliquer. 3 jours avant, j'ai vu des vapeurs violettes qui venaient de l'Est, augure pour moi d'une grande rencontre et vous voilà. Je suis votre admirateur depuis au moins 10 ans. J'ai beaucoup bénéficié de vos enseignements qui courent de bouche à oreille. Le vieillard sourit en guise de remerciement et veut continuer son chemin. Il s'avère un peu gêné lorsqu'il introduit sa main dans la poche. Inxi lui barre gentiment la route. « Pourrais-je demander votre destination ?» Le vieillard répond « Je voyage sans but vers l'ouest. » Le gardien explicite son intention.
Avant de quitter le royaume, pourriez-vous accoucher par écrit vos expériences, érudition, sensibilité et vision magique, en un mot, votre précieuse sagesse, pour que plus de gens puissent en bénéficier? Le vieillard réfléchit un petit instant et acquiesce d'un coup de tête. À dire vrai, il avait oublié de porter sur lui le laissez-passer. Sans ce papier, il ne pouvait sortir de la passe. Les obligations passent parfois avant la sagesse. Fou de joie, Inchi l'héberge dans le plus bel hôtel, lui offre ce qu'il y a de meilleur à boire et à manger. Le soir, il bavarde souvent dans la maison de thé. Le gardien est aussi un homme de lettres. Il a beaucoup lu et sait lire différents augures. 2 semaines passent. Le vieillard livre 9 rouleaux de tranches bambou reliés par ficelle sur lesquels sont écrits au pinceau 5000 caractères. Insi se prosterne et reçoit le livre à 2 mains. Le vieillard remonte sur le buffle, poursuit son chemin vers l'ouest. Personne ne sait où il va, ni ce qu'il devient. Ce vieillard s'appelle Lao Tzu de son vrai nom, Li Er ou Li Dan. Les 5000 caractères porteront les titres de Tao De Jing, Lao Tzu ou 5000 caractères. Retour dans le studio, je suis toujours avec le professeur Do Qinggang. Le conte que vous venez d'entendre est tiré des Mémoires historiques Shiji, l'ouvrage d'histoire le plus connu de Chine. Et bien qu'on ne soit pas sûr de la véracité de l'histoire, mais elle a en quelque sorte figé l'image du personnage de Lao Tzu. Lao Tzu, c'est désormais le vieux monsieur aux cheveux et à la barbe blanche qui voyage sur un buffle. Ceci dit, Lao Tzu est-il un personnage réel ou mythique? Il y a toujours débat. Oui, vous avez raison. Lao Tzu serait né aux environs de 570 avant Jésus-Christ, dans le pays de Chu. La légende raconte qu'il est conçu par le passage d'une comète lorsque sa mère était assise sous un brunier et que l'enfant demeure 80 ans dans le ventre de sa mère. Il vint au monde avec une barbe et cheveux blancs, ainsi que des oreilles aux lobes très longs, signe de vieux et de sagesse. En dehors de maître respecté, Lao Tzu veut dire aussi vieil enfant. On dit également que Lao vieux est ce nom de famille. Retournons à une réalité plus ou moins historique. L'enfant prodige reçoit l'éducation auprès de Sanglong, professeur célèbre de son temps, qui, 3 ans après, emmène son élève à poursuivre ses études au pays Chu, Zhou, voilà, capitale des autres royaumes. Lao Tzu se distingue très vite par son érudition et sa sagesse. Il travaille plus tard comme archiviste dans la bibliothèque impériale. Confucius, à 2 reprises, se renseigne auprès de lui à propos de rites, le reconnaît comme maître. Coulent des jours et des jours. Lao Tzu est lassé par les dissensions politiques. Il quitte le pays âgé de 160 ans, équivalent à 80 ans aujourd'hui. Les informations historiques nous concernant sont rares et incertaines. Certains estiment qu'il s'agit d'un personnage fictif ou composite, peu importe. Ici, nous cherchons plutôt à mesurer l'importance de ce vieux sage qui a fortement structuré la culture chinoise et a marqué la civilisation mondiale. Oui, exact. Qu'il soit fictif ou réel, le personnage symbolise en tout cas la sagesse ancienne de la Chine. Le Tao Te Ching est divisé en 81 chapitres. Les 37 premiers traitent du Tao, la voie. Les 44 suivants discutent du De, la vertu.
De ce canon taoïste, nous avons une centaine de versions glosées et commentées, dont les plus célèbres sont les 4 suivantes. He San Gong, Wang Bi, Fu Yi, Jiao Hong. Comme source de révérence, elles sont privilégiées par les traducteurs français. He San Gong, fameux ermite sur la dynastie des Rhin, aux environs de 200 ans avant Jésus-Christ, est le premier à travailler spécialement sur le Dao De Jing. Il est au plus près de l'auteur. Dans cette édition, Lao Tzu, ou bien Dao De Jing, compte 5210 caractères. Vient celle de Wang Bi, savant célèbre sous les 3 royaumes, avec 5162 caractères. Selon les statistiques du professeur Ding Wei, les ouvrages sur Lao Tzu sont au nombre de 2185 en Chine, de 430 au Japon et de 91 en Corée du Sud. Alors quels sont les grands thèmes et les idées essentielles de ce livre? Le Dao De Jing brille en premier lieu par la notion de temps. Dès le début, il est à l'origine d'un univers. On ne voit pas, on n'entend pas, on ne peut pas le toucher. Mais il existe partout, comme Dieu. On dirait une porte miraculeuse, d'où sortent toute subtilité et 10 000 êtres. De ce temps émanent tous les esprits et lois. Les vertus sont ses applications. Et quand vous parlez de l'origine de l'univers, moi ça me fait penser au Big Bang ou à la Genèse. C'est donc par ce Dao que Lao Tzu tentait d'expliquer notre monde, et dans ce sens, on peut peut-être considérer que c'est un ouvrage physique ou cosmologique. Oui, vous avez raison. Et ensuite, nous citons le principe du non-agir, pilier en quelque sorte du taoïsme. Par la non-intervention, on peut accéder à tout. Passer le mur, l'homme descend la pente. Le mur, vous voulez dire le mur de la maturité? Oui, comme tout objet. La faiblesse l'emporte sur le plus fort, suivi par le retour au simple, à l'enfance et au primitif. L'homme sur la terre sur le ciel sur le Dao. Celui-ci fonctionne de lui-même. Il est à souligner que par taoïsme, on entend en Chine 2 choses. Une philosophie, Tao Jia, et une religion, Tao Jiao. La religion taoïste est fondée par Zhang Daolin au 1er siècle après Jésus-Christ. Prenant Lao Tzu pour Dieu, l'essentiel est de parvenir à la longévité par alchimie externe, interne, et art de faire l'amour, appelé en chinois Fang Zong Shu, c'est-à-dire l'art de chambre. À la vue des talismans et des cérémonies, on pourrait aussi chasser diables et démons et guérir des maladies. Et c'est pour ça aussi que les moines taoïstes sont souvent décrits dans les romans de KPDP comme des maîtres du kung-fu, parce qu'ils ont les techniques pour entretenir leur santé et élever leur capacité physique. Bon, revenons à la philosophie. Le non-agir n'est-il pas une solution pour gérer les maux de notre temps ? Par exemple, les conflits, les crises environnementales et tout ça. Oui. De concert avec les entretiens de Confucius et le livre de mutation, le Dao De Jing soutient l'empire du milieu
depuis plus de 2500 ans. Par le principe du non-agir, certains empereurs ont réussi à porter la Chine à la première puissance mondiale. Lao Tzu et son successeur Zhuangzi ont forgé l'esprit artistique de Chine. Leur effacement offre aux lettrés chinois une possibilité de vivre en équilibre sous l'absolutisme d'une férocité inouïe, ayant évité tant de folie et de suicide. À tous, il offre une métaphysique d'évasion permettant de vivre joyeusement en union intime avec la nature. Par sa sagesse de vacuité, le vieux sage contribue grandement à adoucir la culture occidentale fondée sur l'avoir et la conquête. Nietzsche déclare plein d'admiration: le Tao Te Ching est un puits fécond, rempli de trésors. En y plongeant le seau, on peut les avoir immédiatement. Depuis un siècle et demi, Lao Tzu est maintes fois sélectionné parmi les 50 ou 100 célébrités du monde. Il se classe souvent aux 10 premiers. De plus, après la Bible, le Tao Te Ching est le plus traduit sur notre globe avec 72 langues et 1548 versions, dont l'anglais connaît 441 versions, l'allemand 157. Cette statistique est faite par Misha Tratt, sinologue américain, en 2018, publié dans la revue chinoise intitulée Histoire de la philosophie numéro 102. En vertu des contextes, on distingue encore Lao Tzu protestant, Lao Tzu catholique, Lao Tzu féministe, Lao Tzu écologiste, Lao Tzu anarchiste ou Lao Tzu traduit sous drogue et en position du chat. Donc, Tao Te Ching, c'est vraiment un livre dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Mais vous avez suscité ma curiosité personnelle, vous savez, quand vous parlez de Lao Tzu féministe. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur Lao Tzu féministe. Alors, quelles sont selon vous les idées féministes qu'on peut puiser dans ce livre? Tao Te Ching cultive essentiellement la sagesse de la féminité. Par la souplesse et la faiblesse, on essaie de vaincre le plus dur et le plus fort. Lao Tzu déclare au chapitre 61 : la femelle l'emporte sur le mâle par la tranquillité, et chez Lao Tzu, le yin précède le yang. Et ça me rassure. Et parlons maintenant de la diffusion de Lao Tzu en France. D'abord, c'est la première date. À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV a envoyé en Chine 5 missionnaires qui portaient le titre de mathématiciens du roi. Par leur correspondance, une petite partie de Parisiens ont entendu parler du Tao, alors lié plutôt à la religion, habillé de sorcellerie et de diablerie, étant fâcheusement impliqué dans la querelle de rites. La première présence du taoïsme en France est plutôt péjoratif et négatif. Il faut attendre l'an 1721 pour lire le Tao Te Ching intégralement traduit en latin par le père Noëlas. Dans la préface, le traducteur explique: Tao est composé par Shou et Zhou Zi Pang. Shou signifie premier, Zhou Zi Pang veut dire marcher ou mouvement. Ainsi,
le temps communique à la première pulsion chez Aristote. De là débute une connaissance plus objective sur Lao Tzu. Au XIXe siècle, Rémusat, sinologue le plus célèbre de son temps, effectue de sérieuses études sur le Tao Te Ching. En 1823, il publie dans l'Asie le mémoire sur la vie et les opinions de Lao Tzu. Il y traduit 4 chapitres du Tao Te Ching. C'est 1, 25, 41, 44. Selon Rémusat, le Tao comprend 3 significations. Existence suprême, Dieu, là. Ensuite, c'est raison. Troisième, c'est manifestation. 3 ans plus tard, Hegel lui rend visite à Paris, suit ses cours au Collège de France durant 2 semaines. N'ayant pas lu la traduction intégrale du Tao Te Ching, il connaît Lao Tzu par l'intermédiaire de Rémusat. Là, je me permets d'ouvrir une parenthèse. Hegel, qui est presque considéré en Chine comme le philosophe occidental le plus connu, a lu en effet d'autres ouvrages classiques chinois, dont plusieurs qui sont considérés comme ayant été compilés par Confucius lui-même. Je cite entre autres Li Ji, le livre des rites, I Ching, le livre des mutations, Chun Qiu, les annales des printemps et automnes, Shu Jing, le canon de l'histoire, et Shi Jing, le canon des poèmes. Et certains disent même qu'il a puisé des idées dans ses livres pour développer sa dialectique. C'est une bonne parenthèse. On est grand en s'inspirant des autres cultures. En 1842, le père Junien a intégralement traduit Lao Tzu du chinois en France, en le titrant « Livre de la voie et de la vertu ». C'est un titre consacré, repris constamment par les traducteurs et largement accepté par les lecteurs. Junien était élève de Rémusat, lui succède à la chaire de chinois au Collège de France durant plus de 40 ans. Pour mieux traduire, il s'est référé à une trentaine d'éditions chinoises, notamment à He Sangong, Wang Bi et Jiao Hong. 2 ans plus tard, cette version est reconnue à l'unanimité comme la meilleure. 5 ans après, sont apparues en Europe 42 versions en langues diverses. La plupart se déclarent traduits de Junien. Bien que tombé dans l'oubli, il faut encore citer les travaux du père Wilker qui ont marqué le fameux consul et écrivain Paul Claudel. Au XXe siècle, on note 4 traductions de valeur. La première, réalisée en collaboration par Huang Jiachen et Pierre Léris, publiée en 1949. Huang est un savant d'origine chinoise. Léris, un des plus grands traducteurs français. Il avait traduit les œuvres complètes de Shakespeare et reçoit en 1085 le Grand Prix national de la traduction. Cette collaboration est plus fidèle au texte cible et revêt une vivacité poétique propre à Lao Tzu. Elle se réimprime 3 fois et davantage en livre de poche. À la fin des années 80 du siècle précédent, lorsque je travaillais à Paris 8 sur les relations entre Michaud et Lao Tzu, je me référais à cette version. Ma thèse s'intitule « Entre Occident et Orient, Michaud et Lévite ». Elle a été soutenue
avec succès en 1993 sous la direction de Jean-Claude Mathieu. Et Henri Michaud, le poète et peintre qui, à vos yeux, est en effet un taoïste. Mais vous allez nous parler de ses liens avec la Chine et l'Orient dans un prochain épisode. Oui, je vais y revenir plus tard. La traduction qui fait le plus de bruit est celle effectuée par Duvendac, Synonore Léon Lantin, publiée à Paris en 1953 avec texte chinois, note de critique, introduction. On regarde deux versions du Tao Te Ching, une néerlandaise, l'autre anglaise, faite par le même traducteur. Cette version est acclamée par Paul de Mieuxville, synologue de réputation, comme la meilleure. Il a dit « Enfin, Lao Tzu au point ». Mais Bode l'a durement critiqué, et tous les traducteurs n'ont pas reconnu comme chef d'œuvre. Vient ensuite le Tao Te Ching traduit par Liu Jiahui, publié à Paris en 1967 et réimprimé en 1974 en livre de poche. L'événement le plus important doit être la publication dans les bibliothèques Pléiades des philosophes taoïstes, sous-titrés Lao Tzu, Zhuangzi, Liezi, avec avant-propos, préface et bibliographie d'Étiamble. Il faut surtout citer Étiamble. Il entre à l'école normale supérieure en 1929 et dirige la Pléiade de philosophes taoïstes dans laquelle il écrit une préface de 90 pages relatant en détail la traduction et la réception de Lao Tzu en France. Belle étude, au même titre que son mythe de Rimbaud. En tant que maître de la littérature comparée, Étiamble a proclamé deux phrases célèbres. Premièrement, la France et la Chine en Europe. Deuxièmement, dans la littérature franco-chinoise, je vois d'abord des différences. À la fin, je vois plus de points communs. Comme la Terre, la littérature est ronde, globale, universelle. La version la plus originale est donnée par Claude Lard en 1977, préfacée par François Chen, réimprimée à 3 reprises, accompagnée de commentaires pour chaque chapitre, soit au total 81. François Chen souligne, par sa traduction, à la fois sobre et vivante, sans tournure pédante et d'une remarquable justesse de ton, le père Lard propose une version vraiment neuve de Lao Tzu. Son approche dans la pensée taoïste est liée à sa foi chrétienne. Il n'a pas tiré la doctrine de Lao Tzu à sa propre croyance. Sa connaissance de la philosophie chinoise se situe à notre niveau, celui de l'expérience vécue. Je cite 2 petits commentaires de Lard à la fin du livre. Ainsi, l'effacement, c'est agir le plus proche du non-agir. Quant à Jésus, il se taisait. Donc l'effacement, c'est donc agir le plus proche du non-agir. Et quant à Jésus, il se taisait. Quelle belle phrase, mais est-ce que vous pourriez nous donner une petite explication? Pourquoi disait-il, quant à Jésus, il se taisait? Selon Lao Tzu, celui qui sait ne parle pas. Donc le silence, c'est une sagesse encore plus grande. Donc l'homme doit savoir se taire. D'accord. Donc c'est le silence qui est encore plus éloquent que la parole. Oui.
Merci en tout cas pour ce tour d'horizon très riche sur la diffusion de la pensée de Lao Tzu en Occident. Et vous avez parlé tout à l'heure de François Cheng, un artiste imprégné de la philosophie taoïste. Et les Chinois le connaissent sous le nom de Cheng Baoyi, qui est en effet son pseudonyme. Et ce pseudonyme de Baoyi a été en effet tiré du chapitre 10 du Tao Te Ching. Baoyi signifie l'union entre le corps et l'âme, si j'ai bien traduit. Oui, je ne sais pas si j'ai bien traduit. Vous avez raison, voilà, vous avez très bien traduit. En effet, la plus grande contribution à la division du taoïsme en France est apportée par François Cheng lui-même. Il avait publié dans les années 70 du siècle précédent, la poétique chinoise est vide et blanc au seuil. À l'abus du souffle médian, l'auteur réussit à mieux diffuser la sagesse taoïste, à croire Glaise, professeur et poète de l'université Aix-en-Provence. Ces deux ouvrages étaient lus presque par tous les écrivains français. François Cheng est considéré comme le meilleur passeur sur la scène Yangtze. 8 ans après la nouvelle ère, Rémy Mathieu a remarquablement retraduit Lao Tzu. Il dirige aussi la pléiade des philosophes confuciens et anthropologie de la poésie chinoise. Pour terminer, nous livrons une découverte personnelle. En français, on distingue le nom masculin-féminin. En comparant les traductions citées en haut, j'ai constaté que les mots-clés propres au taoïsme, tels que Tao, De, Gu, Sui, Men, Mu, Zhou, se traduisent tous en français par des noms féminins. Voix, vertu, vallée, eau, porte, mer. La nature de la langue française a rendu sensible la sagesse taoïste soutenue par la féminité. Dans cette coïncidence, j'entends la symphonie naturelle entre nos deux cultures. En écho à Étiample, je dirais, la Chine et la France en Asie. La France et la Chine en Europe, et la Chine et la France en Asie. Et vive les passeurs de culture entre le Yangtze et la Seine.